Nous allons directement aller dans le vif du sujet. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les Amis de l'Afrique pourront éventuellement nous voir par la suite. Mais en deux mots, les Amis de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, pardon, Belgique, sont une association de fête. Donc ce n'est pas une association déjà constituée sans but lucratif, c'est une association de fête qui est surtout, et qui s'est surtout développée parce qu'elle existe de fait depuis longtemps, depuis l'accélération de la crise ivoirienne, parce que c'est une accélération, et qui a donc tenu à donner son avis, puisqu'on entend beaucoup parler de la communauté internationale, notamment les dirigeants. On n'entend pas beaucoup les peuples, encore moins les Africains, et il nous a paru quand même essentiel, surtout en situation de diaspora, en tant qu'Africains, de donner aussi ce que nous avons cru comprendre et ce que nous comprenons de cette crise ivoirienne. Et nous n'avons pas voulu le taire. D'autant plus que nous sommes journalistes et que nous animons une émission qui existe depuis 1981 sur Radio Campus. C'est l'une des toutes premières dans le paysage des radios associatives et qui s'appelle Sola Babala et qui a vu passer pratiquement 3 décennies de politique africaine entre les dictatures et les vrais, entre des démocratures et entre des résistances. Alors, pour aller dans ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons suivi cette crise ivoirienne pour donner des informations que nous donnons tous les dimanches après-midi de 14h30 à 17h30 et également avec des amis comme l'ami Camerounais qui est là, qui est aussi membre des Amis de l'Afrique, pour donner l'information aux auditeurs. Et puis nous avons donc suivi tout ce qui s'est passé, le premier tour. Bon, nous avons entendu dire qu'il y avait des recours qui avaient été mis entre guillemets sous le boisseau par le camp présidentiel sortant. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de remous. Nous avons été agréablement surpris par la teneur du débat qui s'est déroulé entre M. Gbagbo et M. Ouattara, à l'époque encore candidat. Et nous nous sommes dit, parce que nous faisons cette analyse, je dirais, en live pour pouvoir donner l'information, on fait des conseils de rédaction entre nous. On s'est dit, bon, peut-être que cette fois-ci, il y aura l'étonnement. Et le dimanche, nous avons entendu parler du second tour de l'élection présidentielle. Nous avons donné des informations, nous les donnons à 15h, donc c'était en plein pendant le déroulement. Et le lundi, donc, on attend, et on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Le lundi, nous apprenons qu'il y a au moins un chiffre qui est disponible, c'est que le taux de participation est nettement plus faible qu'au premier tour. On parle de 70%, 70% comme on dit. Et puisque nous nous adressons aux agences de presse, nous allons regarder ce que dit l'AFP, puisque il y a des agences qui sont infaillibles, donc nous avons dit pourquoi pas. Et donc on est allé regarder à l'AFP, on a constaté qu'effectivement, vous avez ça dans le dossier de presse, dans le document intitulé Les curieux chiffres, que sous France 24, dans l'AFP, Sinoanet, l'agence Chine Nouvelle, on nous dit 70%. Tout de suite, nous avons calculé, puisque nous avions les résultats du premier tour sur le site de la CEI, cei.org, et nous allions directement aux sources pour dire les choses comme elles sont. Nous avons préféré aller aux sources plutôt que d'écouter le commentaire déjà travaillé de journalistes, puisque nous-mêmes nous en sommes. Eh bien, on a dit là, bon, sur 5 784 490 fois 0,70, on s'attend plus ou moins à 4 millions 50 000 personnes qui ont voté. Et lorsque nous observons et nous écoutons les extraits d'interviews faits par ceux qui sont sur place, on entend dire effectivement que même un membre de la CEI, il me semble d'ailleurs que c'était le porte-parole, s'exclamait de ce que c'était juste que c'est 70%, parce que, dit-il, et je mets ça également dans le dossier de presse, il s'attendait à 60%. Effectivement, nous avons des amis en Côte d'Ivoire, j'ai une amie personnelle que j'ai appelée qui m'a dit oui, c'est vrai, bon, les gens ne se sont pas déplacés comme au premier tour, mais enfin, il y a des gens. Ce qui semble donc indiquer qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait nettement moins de personnes au final. Et puis nous voyons que le taux de participation se confirme, c'est la seule information que nous pouvons donner. On attend les résultats provisoires ou définitifs, et se passe cette chose qui se passe le mardi après-midi, où sur tous les écrans du monde, on voit le commissaire de la CEI d'Afrique qui arrache les feuilles. On se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? On va lire une interview d'Amana Pika sur jeunafrique.web. Il explique que les procédures ne sont pas respectées. On essaye d'interroger ceux qui sont pro Ouattara pour dire est-ce que c'est vrai que les procédures ne sont pas respectées, on n'a pas de réponse convaincante. Manifestement, on nous dit que ce n'est pas important. Bon, c'est bon, ok,
si les procédures sont importantes, laissons voir. Donc, quand même, vous allez publier les résultats avant le mercredi. Écoute, ça se fera. Nous n'avons donc pas d'informations à donner. Et le mercredi, nous apprenons, mais a posteriori, que M. Bakayoko est allé sur la télé dire, en début de soirée, qu'avant minuit, il y aura des résultats. Donc, nous attendons. Et minuit passe, je téléphone à Yves Lebenou, je dis, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce qu'un ami sur RTI t'a dit qu'on a finalement publié ou pas? Ah, rien du tout. Nous sommes des travailleurs, nous travaillons, le jeudi matin on va au travail, on attend dans la matinée rien. On se dit, bon, le Conseil constitutionnel va prendre cette affaire en main. Et donc, finalement, nous nous rendons compte qu'à 15 h, on voit des SMS qui arrivent en disant les résultats disent que M. Ouattara a gagné avec 54,01. Je file sur le site de la RFI et j'entends, et nous avons enregistré ce petit podcast qui dit M. Gbagbo a obtenu tant % des voix, M. Ouattara. Et je pose la question aux amis pour Ouattara, ça s'est passé devant les déclarants de Gbagbo, ils ont entendu ça? Ah non, c'était à l'hôtel du Golfe. Ah tiens, c'est là que j'apprends que l'hôtel du Golfe, c'est le quartier général des rebelles et des guerriers. Je ne le savais pas, je vous l'avoue. Je trouvais ça un peu curieux qu'on aille, je me suis dit, ça m'étonnerait très fort qu'on aille dans le QG du candidat Gbagbo pour proclamer des résultats. Je ne sais pas très bien si ça avait été le cas quand on aurait pensé la communauté internationale. Si on avait proclamé Gbagbo vainqueur en allant dans le QG de Gbagbo, il me semble qu'on aurait dit qu'on a fait ça sous la menace d'une arme. Bon. Donc, nous sommes allés regarder les résultats après sur la CEI.org et c'est là le point qui nous a interpellés. C'est que dans les chiffres officiels de la CEI, le taux de participation est de 81,15. Alors, Yves et moi, on se fait la réflexion, on dit, enfin, tout le monde a dit 70, oui, ils se sont trompés de calcul jusque mercredi soir, il y a quelque chose qui ne va pas, ou ils ont menti à la presse. Je trouve quand même que ce n'est pas normal qu'on dise 70 jusque mercredi. C'est d'ailleurs le seul chiffre officiel répété à l'envi. Et à la fin, on voit des chiffres qui apparaissent après coup, 81,15. Et comme par hasard, avant même que le Conseil constitutionnel ne valide les résultats de M. Bakayoko, on entend des félicitations qui arrivent de l'Inde, d'ailleurs, ainsi de suite. Ça ressemble d'ailleurs à ces félicitations que M. Chirac a adressées aux dictatures, bien avant même que les propres télé nationales affichent que le monsieur a gagné. On voyait déjà des télégrammes et des communiqués du Quai d'Orsay qui félicitaient le dictateur qui avait gagné avec 90% avant même que lui-même le proclame. Bon, on s'est dit, bon, c'est la même chose. Ça nous a fait penser à la France-Afrique. Et lorsqu'on a constaté que les rapports d'observateurs parlaient d'exactions dans le Nord et qu'il y avait beaucoup de fraudes qui avaient été dénoncées, on s'est dit, finalement, est-ce que ces fraudes est-ce que ces recours sont valables ou ne sont pas valables? Et on s'est rendu compte qu'en fait, la communauté internationale n'avait même pas tenu compte de ces recours, et pour eux, il n'y avait pas recours du tout. En d'autres termes, ça s'était tellement bien passé qu'il n'y avait même pas moyen qu'on examine un recours. À partir du moment où M. Bakayoko avait annoncé à l'hôtel du Golfe le résultat, à la rigueur, si ça ne tenait qu'à eux, M. Gbagbo devait sortir de chez lui, aller le saluer et lui dire, viens t'asseoir pour le jeudi soir. Bon, ça nous a quand même paru un peu interpellant. Et nous sommes allés fouiller et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu énormément d'exactions dans le Nord et que le résultat final qui donne une différence de près de 8% entre M. Ouattara et M. Bakayoko ne pouvait pas être un fait avéré. M. Gbagbo, pardon, ne pouvait pas être un fait avéré. Et donc, nous nous sommes interrogés sur la véracité de l'affirmation selon laquelle Alassane Ouattara a gagné cette élection. Et à partir du moment où cette affirmation n'est plus incontestable, n'est plus, irréfutable, alors nous nous interrogeons sur la cascade d'événements qui est en cours. Et ça nous a fait penser à l'histoire de l'Irak. Et ici, sur mon PC, s'il y avait eu une projection, je vous l'aurais mis. J'ai mis la fameuse image de Colin Powell soulevant le tube à essai, dans lequel il était persuadé qu'il y avait des bombes et des substances qui pouvaient faire sauter toute l'Assemblée générale des Nations Unies. Et on sait parfaitement bien après ce qu'il en a été. Et aujourd'hui, lorsque j'entends M. Gbagbo hier dire qu'il veut qu'une commission d'enquête internationale vienne enquêter, je me pose la question de savoir est-ce que la communauté internationale va se déjuger, puisque M. Sarkozy, qui aime bien parler en roulant les épaules, l'ayant déjà fait ici d'ailleurs dans une salle de presse du coin, va-t-il accepter effectivement la vérité? Parce que la vérité pour nous, c'est que M. Ouattara n'a pas gagné ces élections.
Et comme il faut un vainqueur, oh, s'il n'a pas gagné les élections, c'est que c'est l'autre qui a gagné. C'est que quand on dit ça comme ça, on dit ils sont pro Gbagbo. Nous disons, l'assertion selon laquelle M. Ouattara a gagné ces élections est une assertion largement contestable. Et nous sommes persuadés que si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire si M. Gbagbo avait truqué et fraudé dans les zones qui lui sont favorables, on n'aurait pas laissé passer la proclamation de ces résultats de cette façon. On aurait exigé qu'on examine les recours. Il n'y a donc pas de raison qu'on refuse l'examen par le Conseil constitutionnel des recours introduits par le candidat Gbagbo. Le Conseil constitutionnel, dans un pays souverain, a décidé, voilà, on l'accepte, ne serait-ce que par respect pour la constitution de ces pays. Lorsque le Togo inverse, le Gabon inverse les résultats, comme on l'a vu dans des films il n'y a pas longtemps, et que la Cour constitutionnelle de ce même Gabon valide ces résultats erronés, on n'entend personne se plaindre. Ici, ce sont des faits avérés, et on entend les gens se plaindre. Donc nous avons pensé qu'en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas laisser dire ces choses n'importe comment, et laisser dire que M. Ouattara a gagné, comme si c'est un fait incontestable, alors qu'il y a beaucoup plus de preuves pour contester ce fait que pour même simplement le valider. Voilà pourquoi nous avons tenu à dire cela aujourd'hui et à donner à la presse des éléments d'information pour qu'elle-même aille faire le travail que nous avons fait et qu'elle aille dire, in fine, malgré tout quand même, c'est pas vrai, ou bien qu'elle aille constater qu'en effet, il y a quand même des curiosités dans les chiffres, il y a des exactions qui ont été commises, et donc l'incontestabilité de la victoire de Ouattara qui semble générer toute la cascade d'autres événements n'est pas avérée. Voilà ce que nous avions voulu dire aujourd'hui. Évidemment, nous avons la chance d'avoir parmi nous des personnes qui sont sur le terrain, mais je vais passer la parole à mon ami Yves de nous. J'ai fait à peu près une dizaine de minutes comme c'était prévu, pour compléter et parler notamment aussi du fait que vouloir mettre Ouattara au pouvoir, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Bédié a payé par un putsch, et ça s'est fait d'une manière qui ne s'est jamais faite en Afrique. On dépose un chef d'État, le régime continue. Les ministres de ce même parti, des personnes de ce parti sont toujours dans le gouvernement putschiste, c'est du jamais vu. D'habitude, on balaie et il y a un nouveau qui arrive. Là, on a déposé Bédié pour que M. Ouattara puisse se remettre dans la course. Gueye n'a pas fait ce qu'il fallait. Manifestement, on a voulu empêcher M. Gbagbo de proclamer sa victoire électorale en 2000 en disant on annule tout pour que Ouattara s'y remette. Ça n'a pas marché. En 2002, contre un pouvoir démocratiquement élu, une rébellion prend des armes. On n'entend nulle part qu'on s'élève contre cette façon de régler un problème politique. Parce que si problème politique il y avait, en démocratie, il y a d'autres moyens que de prendre des armes. Non, on constate que 4 mois après, en janvier, on cherche à légitimer les gens en les amenant à une table de négociation où ils ont le même poids qu'une constitution. Donc vraiment, cette affaire de Ouattara là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous pensons à la fois qu'il n'est pas gagné l'élection et nous pensons que le comité international doit faire une croix sur lui. S'ils avaient dit c'est maintenant ou jamais, il faut qu'ils se disent que c'est jamais. Oui, merci.